Pierre-Henri Tavoyot, vous êtes maître de conférences en philosophie à l'Université Paris IV, également président du Collège de philosophie. La loi relative aux libertés et responsabilités des universités constitue-t-elle, selon vous, une rupture ? C'est pas une rupture, non, c'est une continuité. On s'étonne d'ailleurs que ça soit présenté comme une rupture, mais c'est une continuité parce que le mouvement est lancé depuis très longtemps avec la question de, enfin, disons, l'européanisation des universités, le LMD, donc licence, master, doctorat, qui instaure un nouveau système des diplômes. Donc, d'une certaine façon, c'est une continuité avec un mouvement qui a été lancé d'ailleurs à la fois par des ministres de gauche et continué par des ministres de droite. Donc, de ce point de vue-là, c'est pas une rupture. Est-ce qu'elle comporte des avancées ? Oui, incontestablement. Je crois qu'il y a 3 avancées principales. Ce passage à l'autonomie, alors évidemment, ça constitue une rupture dans le système français, soyons clairs. C'est le fait simplement que finalement, ça ne résout pas le problème des universités. Mais les problèmes des universités deviennent le problème des universitaires. C'est-à-dire que les universitaires sont désormais responsables et non plus à se plaindre des autorités de tutelle comme on le fait souvent, et d'ailleurs parfois à juste titre. Donc de ce point de vue-là, c'est vrai que ça responsabilise considérablement les universités, les universitaires. Et puis on sort aussi, et peut-être en ce sens, en effet malgré tout c'est une rupture, de la vieille tradition française à l'égard des universités. On a cessé depuis la Révolution française de dire que les universités ça ne marchait pas, de s'en méfier, et au lieu d'investir et de réformer, on crée des choses à côté. On crée des grandes écoles, on crée des instituts, l'école des hautes études, des choses qui fonctionnent bien parfois, hein, tout à fait correctement. Simplement, l'université a toujours été désertée par la réforme. Donc de ce point de vue-là, on reprend la main. Voilà le premier avantage, à mon avis. Le deuxième avantage, alors là, contrairement à ce qu'on entend beaucoup, c'est du point de vue de la gouvernance des universités. On dit souvent que la LRU représente un danger parce qu'elle donne considérablement de pouvoir au président. Et bien je trouve, quitte à choquer, que c'est une bénédiction. L'université s'ouvre d'un manque de gouvernance. Elle s'ouvre d'une espèce d'appouvoir ou d'impuissance. Je trouve que ce pouvoir donné au président permet aux universités d'avoir des politiques. C'est pas un pouvoir dictatorial parce que c'est d'abord un pouvoir pour 4 ans. C'est un pouvoir soumis, alors ça il faut qu'on le découvre, à une démocratie interne. Alors ça on découvre, hein, en ce moment des élections à Paris 4, on est maladroit. D'habitude les choses se passaient dans les couloirs, dans les secrets des alcôves. Désormais, il faut mettre ça sur la table. On n'est pas encore à des débats contradictoires entre les 2 candidats à la présidence, mais il faudra y venir bientôt pour voir les types de politiques qui s'opposent. Donc de ce point de vue-là, je trouve que c'est une très bonne attitude. C'est un mouvement très intéressant et de ce point de vue-là, démocratie et pouvoir fonctionnent bien. Et puis alors le troisième avantage, c'est, je pense, de sortir de la querelle un peu théologique des missions de l'université. 3 missions, la diffusion des savoirs, la création des savoirs et l'insertion professionnelle. C'était les 3 missions de l'université. D'ailleurs, depuis le Moyen-Âge, après tout, les universités de droit et de médecine étaient des universités professionnalisantes. Mais souvent, on a considéré que ces missions étaient antagonistes et contradictoires. On considérait que, effectivement, l'insertion professionnelle, c'était la trahison du savoir, surtout dans mon domaine des humanités. Je crois que là, on a l'occasion, effectivement, de réconcilier de nouveau ces 3 objectifs et de favoriser, et encore une fois, surtout dans les humanités, l'objectif d'insertion professionnelle. Au sens très large du terme, la recherche, l'enseignement, mais aussi nos étudiants de philo, j'enseigne en philo, c'est vrai que se désintéresser de cette question de la professionnalisation est criminel, tout simplement, disons-le, criminel. Et donc il faut faire en sorte, sans renoncer en quoi que ce soit à l'enseignement, à la qualité de l'enseignement, à la qualité de la formation, mais essayer d'ajouter quelque chose de plus, qui fasse la médiation avec le monde professionnel et le monde privé, en effet. Toujours dans cette logique, la loi prévoit d'améliorer l'orientation des étudiants. Selon vous, c'est quelque chose qu'il fallait faire? Oui, alors on est en plein dedans, c'est-à-dire qu'en ce moment, on est en train, effectivement, on va bientôt recevoir les dossiers des élèves de terminale qui doivent candidater à l'université et les universités doivent émettre un avis. Alors, il faut bien se rendre compte qu'on est très peu préparé pour ce type de mission. On souffre de manque de moyens, de manque d'administratif. Les collègues ne comprennent pas cette nouvelle charge qui leur est imposée, donc c'est difficile à mettre en place. Je crois qu'il faut qu'on prenne conscience que ça fait partie de nos missions. On doit assurer effectivement cette orientation, à la fois à l'entrée,
C'est décourager éventuellement ceux qui voudraient entrer dans nos formations et qui n'y sont pas prêts et qui n'y sont pas aptes, les décourager sans interdire, chacun est responsable, et en même temps favoriser l'orientation après, à la sortie, repenser l'entrée et repenser la sortie, voilà les défis des universités désormais autonomes. Vous venez d'évoquer l'entrée, il y a eu une polémique qui existe toujours sur la question de la sélection. Quel est votre avis sur le sujet ? Moi, je suis contre en fait la sélection à l'entrée à l'université pour 3 raisons. Une raison logistique, commençons, une raison stratégique, une raison logistique et une raison éthique. Stratégique, parce que cette question de la sélection est politiquement extrêmement chaude. Et je pense que le pays n'est pas en mesure actuellement, par un brouillage des esprits, d'accepter cette affaire. Et donc ce serait pénaliser les réformes en cours de l'université que de mettre ce sujet sur la table. Voilà. Deuxièmement, logistique. Les universités n'ont pas les moyens aujourd'hui d'assurer, disons, cette sélection. On voit les universités qui sont riches, Assas, Sciences Po, peuvent assurer cette sélection d'une certaine façon parce qu'elles ont du répondant, elles assurent des conditions acceptables. Moi, j'ai parfois un peu honte de mon université, non pas parce que l'enseignement n'est pas bon, mais c'est que les conditions matérielles ne sont pas extraordinaires. Parfois, on manque de bureaux, on manque de la capacité d'accueil des étudiants. Donc, mettre de la sélection alors que le service, tout simplement, n'est pas excellent, me paraît dangereux. Puis, pour une raison éthique, parce que j'ai toujours considéré que les premières années universitaires représentaient une espèce de nouvelle chance pour des étudiants qui n'ont pas forcément très bien réussi leur parcours scolaire et qui, là, ont la possibilité de se relancer. Donc ça suppose évidemment d'améliorer l'accueil beaucoup en première année, mais je crois que là il y a vraiment un enjeu démocratique pour faire en sorte que ces étudiants, effectivement plutôt moyens faibles comme on dit, puissent relancer, revenir dans le monde de la culture, revenir dans une formation généraliste et y réussir. Voilà. Donc pour ces 3 raisons, je suis dans l'état actuel des choses opposé à la sélection à l'entrée à l'université. Pierre-Henri Tavoyot, merci.